Depuis le début des années 1980, les conditions de vie se sont fortement dégradées pour l'outarde canepetière. Les populations se sont effondrées et l'espèce a failli disparaître. Donc, la situation de l'outarde canepetière en France, il y a deux populations distinctes. Il y a une population qui est sur le pourtour méditerranéen et il y a une autre population qui est la dernière population migratrice d'outarde qui se situe dans les plaines du nord et du centre-ouest de la France. Et cette population-là a connu un déclin très important, moins 95% entre les années 70 et 2000, si bien que cet oiseau, on le donnait, en tout cas cette population-là, on l'a donné pour éteinte quasiment dans les années 2000 à 2010, on se disait l'oiseau va disparaître. Et en fait, on a réussi à maintenir la population en mettant un certain nombre d'actions en lien avec les agriculteurs pour préserver l'habitat de cette espèce, et ce qui a permis de maintenir cette population, mais elle a malgré tout disparu de bon nombre de départements, c'est-à-dire qu'on ne la retrouve plus aujourd'hui sur le bassin parisien. On la retrouve uniquement, donc principalement en Poitou-Charentes, donc Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime, un petit peu dans l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire. C'est les 7 derniers départements où on la retrouve encore aujourd'hui dans ces plaines du centre-ouest de la France. Le comportement de l'outarde en période de reproduction est assez spécifique puisque les mâles occupent ce qu'on appelle des lecs. D'ailleurs, il y en a un là qui est juste derrière nous en train de chanter. Donc c'est des territoires que les mâles vont défendre et qui vont se batailler un peu les uns les autres. Voilà, ce sont ce qu'on appelle plus communément des places de champ, où ils vont être là en parade pour pouvoir attirer des femelles sur la zone afin de se reproduire avec elles. Dans son comportement, il est très spécifique, il a des postures, notamment au niveau de son cou, ce qu'on appelle un collier dans le jargon, qu'il va hérisser, il va essayer de gonfler son plumage, paraître imposant, parce que la femelle va forcément choisir le mâle avec la stature la plus forte, celui qui va avoir les meilleurs gènes pour assurer une meilleure descendance à l'espèce. Voilà. Donc ces mâles, ils essayent de s'impressionner les uns les autres, il va aussi chanter. Souvent, il va choisir des cultures qui sont assez rases, où son habitat, c'est plutôt la steppe. Du coup, le mâle, il aime bien être vu, voilà, pour qu'on voit son cou, on l'entende chanter, qu'il soit visible, des femelles qui naviguent, et puis aussi visible des autres mâles. Ici, c'est ma place, je la défends. Donc pourquoi l'outarde aujourd'hui est en voie de disparition? La cause principale, c'est la disparition de son habitat. L'habitat de l'outarde, ce sont des milieux herbacés dans des zones de plaine. Et aujourd'hui, il y a très peu de zones enherbées dans les milieux de plaine céréalière. Et puis en plus, ces parcelles enherbées, il faut qu'elles soient propices à sa reproduction. L'outarde est un oiseau qui niche au sol et qui donc il ne faut pas qu'il y ait de fauche pendant sa période de reproduction, qui est la période la plus sensible pour l'outarde va être de mi-mai jusqu'à fin juillet. Donc c'est la période pendant laquelle elle va pondre ses œufs puis ensuite élever ses jeunes. Et puis la deuxième cause de disparition, c'est vraiment la disparition des insectes. On a vraiment un effondrement des communautés d'insectes. Et si l'outarde est plutôt un oiseau herbivore, elle va, comme tous les oiseaux, avoir besoin de ressources en insectes importantes pour élever ses jeunes. Donc quand on dit important, on a souvent un chiffre qui marque, c'est qu'on estime qu'un poussin d'outarde a besoin de l'équivalent de 200 criquets par jour pendant ses premiers jours. Donc une outarde va avoir 3 à 4 poussins. Donc on se rend compte de la quantité très importante d'insectes dont elle a besoin. Et ces insectes, avec le déclin des insectes, il est aujourd'hui très difficile pour elle de trouver la quantité de nourriture suffisante à l'élevage de ses jeunes. Avant la disparition totale de l'outarde, un programme de sauvegarde va être mis en place. Alors l'action principale va justement chercher à recréer un habitat qui soit propice à l'outarde. Il y a des contrats de mesures agro-environnementales qui consistent à mettre en place un couvert herbacé qui va être non fauché pendant sa période de reproduction. Et l'absence d'intrants, de produits chimiques, va permettre d'avoir une certaine richesse en insectes. Donc finalement de pallier aux deux causes principales de la disparition des outardes, que sont la présence d'un couvert herbacé qui soit non fauché pendant sa période de reproduction et riche en insectes. Donc oui, les solutions existent et sont connues. Aujourd'hui, l'outarde est encore présente en 2021, alors qu'au début des années 2000, ce n'était pas gagné qu'elle soit encore là aujourd'hui.
L'évolution de l'agriculture est donc grandement mise en cause dans la disparition de l'outarde. A contrario, nous avons rencontré des agriculteurs qui constatent la présence régulière de l'outarde dans leurs champs, bien qu'ils ne soient pas ou plus adhérents au programme de protection. Comment expliquer ce phénomène? Ils pratiquent une forme d'agroécologie, l'agriculture de conservation. J'ai adhéré donc à ce programme-là parce qu'il y avait déjà des outardes sur mes terrains. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, je me suis aperçue qu'elles n'allaient pas forcément dans les espaces dédiés à elles. C'est-à-dire qu'en fait, elles venaient dans mes champs qui étaient juste à côté, manger mon blé et venaient dans le blé également pour leur nourriture, c'est-à-dire les criquets, tous les insectes qui étaient très riches dans mes parcelles. Alors l'outarde, elle se pose dans un endroit, par ici, où il y a un peu de cailloux quand même. Parce que les cailloux, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de réchauffer les œufs et de les réchauffer eux. Donc ça, c'est un point. Ensuite, elles sont là parce qu'il y a à manger, donc ce qui est logique. Et parce qu'on ne les débranche pas également, j'ai très peu d'intervention sur mes parcelles, puisqu'en fait, je sème ma culture principale, je vais désherber, et ensuite, je n'interviens plus, hormis le fongicide qui va être vraiment en dernier recours. Donc en fait, il y a très peu d'intervention sur la culture. Lorsque l'on travaille le sol, on détruit l'habitat donc de tous les insectes qui sont là, des vers de terre, des carabes. Ça fait un petit peu comme un pseudanie quand on travaille le sol, on balance tous les habitants qui sont sur le sol en fait, et on casse aussi leur habitat. Donc moi je me suis dit, c'est dommage, il y a quand même des araignées qui sont là, qui peuvent nous rendre aussi service, notamment par exemple par rapport quand il va y avoir les pucerons, parce que moi sur mon exploitation je n'utilise plus d'insecticides. Donc c'est les jobs des araignées avec leurs toiles et puis des carabes qui sont là, présents, pour intervenir quand il y a d'autres des espèces indésirables pour mes cultures en fait. Et donc le fait de ne pas travailler le sol, elles restent là, et il y a juste le fait, je passe juste mon semoir pour semer la graine. Mathieu Baudouin pratique lui aussi l'agriculture de conservation des sols et il fait le même constat. En termes de biodiversité, il y a un premier constat qui est assez flagrant chez nous, c'est que les 3 fermes en ACS, là, on est dans une zone qui préserve l'outarde canepetière. Et l'outarde est toujours dans nos parcelles à nous. Donc ça, c'est quand même intéressant, au final. Parce qu'on se dit, on ne fait rien de plus, on passe avec le pulvé, tout pareil. Mais en fait, du fait qu'on soit toujours couvert, du fait qu'il y a plus de vie dans le sol, les outardes sont chez nous. Les chevreuils, on en a régulièrement qui sont plus sur nos parcelles aussi, mais c'est tout simple, c'est parce qu'il y a plus à manger, quoi. Et puis les chasseurs le disent aussi, tout ce qui est lièvre, tout ce qui est perdrix, forcément l'hiver nos sols ne sont pas labourés ni travaillés, donc on a de la biodiversité. Mais là, en fait, la paille est un protecteur pour eux. Comme c'est humide, et il y en avait un petit là. L'agriculture de conservation est donc nettement plus favorable que l'agriculture conventionnelle à la biodiversité. La présence en abondance d'insectes, et notamment ceux du sol, expliquerait l'effet bénéfique de cette forme d'agroécologie pour l'outarde. Pour en avoir le cœur net, nous avons fait venir un entomologiste, Bernard Lemel, spécialiste des insectes du sol, chez un agriculteur, Hervé Mauduit, pratiquant l'agriculture de conservation. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Et si on a ça, c'est très bien.
Voilà, vous le voyez là, ça c'est deux carabes. oui. Ça c'est les Monilis, c'est les autres. Parce Voilà, ben ça c'est bien, hein. Je vous assure. Hein. Voilà, ça c'est les carabes à collier. Voilà. C'est pas l'Auratus, hein, c'est pas le doré. D'accord. Ça c'est le carabe dit Monilis, enfin communément c'est le carabe à collier. Et ça c'est drôlement bien. Si on trouve ça, c'est bien. Tant mieux. Je vois pas s'il a des soies sur le... Ah oui, ça c'est bien celui-là. Bernard Lemel, un des rares spécialistes des insectes du sol, a vu leur population s'effondrer avec l'évolution des techniques agricoles. Et maintenant, on a des lieux où des insectes qui étaient communs eh bien, ont complètement disparu et parce qu'ils n'arrivent plus à se retrouver pour se reproduire. Et on ne trouve que des petites populations isolées, quoi. Et ça pose des problèmes parce que des populations isolées elles finissent par disparaître parce qu'il y a la consanguinité. Enfin, en gros, c'est des problèmes de cette nature. Hein. Alors comment faire autrement? C'est bien la question. L'agriculture de conservation est sans doute une des réponses. Aujourd'hui, on en a vu, on a pu constater que dans le champ de Monsieur Mauduit, on a trouvé par exemple le carabe Monilis que je trouvais très difficilement maintenant. Et une autre petite espèce que je n'ai pas identifiée, mais dont je sais qu'elle est plutôt rare, parce qu'elle vit de façon endogée. Ce qui est intéressant chez les carabiques et les staphylins, c'est que la plupart du temps, ce sont des carnivores très intéressants pour réguler les populations de pucerons, d'altises, tout ce que vous voulez, et d'insectes du sol qui sont néfastes aux cultures. Peu connue, l'agriculture de conservation, si elle se développait, participerait efficacement à une restauration de la biodiversité.